L'offre de santé à Sisteron, d'après vous, elle est suffisante? Alors pour une petite ville comme Sisteron, dans une région aussi petite, enfin très grande par la taille mais petite par le 0,4, je trouve que le Sisteron est très bien loti, moi, au niveau santé. Au niveau docteur, je pense que oui, il y a tout ce qu'on a besoin, quoi. Je pense docteur, dentiste, chacun doit trouver son bien, quoi. On a la chance d'avoir un hôpital qui fonctionne avec des urgences, et ce qui nous permet d'avoir quand même un bon maillage. Il y a quelques disciplines qui sont moins accessibles, des spécialisations par exemple en ORL où il n'y a qu'un seul médecin. Il faudrait bien changer simplement les cardiologues, c'est tout. Moi, personnellement, il n'y a pas de souci. Après, aux urgences, on y va rarement. Donc, mais pareil, les peu de fois où on y a été, on a toujours été très bien accueillis. L'hôpital, ça va, mais c'est les cardiologues qui ne me vont pas, c'est tout. On en veut toujours plus, mais il faut essayer de se satisfaire de ce qu'on a aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a tout ça déjà, quoi. On a déjà ça, c'est déjà pas mal. On va pas encore nous l'enlever. Sinon, comment on fait? Il faut partir à 50 km. Il y a assez de docteurs? Vous savez, il y en aurait un peu plus, ça serait pas mal. Je sais pas. C'est peu juste, mais enfin. Moi je dirais ça me suffit. D'accord, donc c'est le docteur de famille? Ouais. Je sais pas combien il y en a, moi je ne fais pas venir. Je vais directement à l'hôpital. Comme ça, je suis soignée gratuitement. Quand vous allez chez le docteur de famille, comment vous faites? Moi, j'ai mon médecin de famille. Je suis le docteur de famille. Il est toujours ouvert. On a toujours moyen de le contacter d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est le docteur Payan. Alors quand je l'appelle, il vient, alors il me marque des médicaments que je vais chercher au pharmacien, et puis ça va. Et alors c'est important ça? Ben, il me semble, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation? Comment vous la percevez, cette relation avec le docteur de famille? Essentiel, indispensable, puisque c'est le relais avec le tissu social en fait sisteronais. Très bien. Oui, mais je vais pas très souvent. Eh bien, moi, je suis très contente du bien. Et je ne changerai pas. Puis voilà. On en a pas mal à Sisteron. Ceux qui sont mécontents, ils changent. Ah le docteur, moi c'est le même depuis 30 ans. Il a soigné les parents, les enfants, les petits-enfants, les gendres, toute la famille y est passée, quoi. Et c'est quelqu'un avec qui on a vraiment une confiance et puis un dialogue, quoi. Il y a un suivi avec le médecin de famille, il la connaît. C'est plus qu'un docteur où on y va quand on est malade. C'est un confident. Face au problème de la désertification médicale en milieu rural, Sisteron renforce son offre de santé avec bon nombre d'actions qui sont menées sur le terrain. Nous en parlons tout de suite avec Grand Angle sur Sisteron. Grand Angle sur Sisteron, merci de nous retrouver. Nous sommes en compagnie du docteur Jean-Claude Moulard. Alors, monsieur Moulard, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes président du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes de Haute-Provence. Alors, tout d'abord, pour positionner un tout petit peu votre fonction, qu'est-ce que vous chapeautez, qu'est-ce que vous faites? Alors, le conseil départemental de l'Ordre des médecins est une structure administrative avec mission de service public, qui a la responsabilité des médecins inscrits au tableau départemental de l'Ordre des médecins. C'est-à-dire que nous avons une mission d'une part administrative et nous avons aussi une mission disciplinaire. Mission administrative qui consiste à inscrire les confrères au tableau, et aucun médecin ne peut bien sûr exercer s'il n'est pas inscrit à un tableau de l'ordre. Et nous avons aussi une mission disciplinaire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent soit entre des patients et des confrères ou entre confrères, nous avons aussi une mission importante à assurer à ce niveau-là. Ça représente combien de médecins fédérés avec l'ordre? Alors l'inscription des médecins au tableau est obligatoire, bien sûr. Aucun médecin ne peut exercer sans être inscrit à un tableau. Nous avons dans le département, si ma mémoire est bonne, à peu près 620 médecins inscrits au tableau, mais de manière globale, y compris les médecins retraités. Pour parler donc de ce problème, effectivement, on est face à ce qu'on appelle une désertification médicale en milieu rural. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce qu'on peut analyser? Alors, il est certain que nous sommes très inquiets pour l'avenir médical du département, car il existe indiscutablement une désertification médicale, surtout en milieu rural,
comme on le retrouve dans bien d'autres départements en France, désertification médicale qui ne va pas tarder à poser problème, notamment dans certaines zones du département, notamment dans les zones rurales. Et même dans certaines zones urbaines où, par exemple, à Digne, nous avons des difficultés en ce qui concerne le manque de médecins généralistes d'une part, mais aussi le manque de médecins spécialistes. Donc nous réfléchissons un petit peu aux différentes possibilités que nous avons, que nous aurions pour essayer d'inciter les confrères à venir exercer dans le département. Et c'est pour cela que nous avons monté avec l'association des maires du département présidée par Daniel Espagnou, une convention qui associe l'ordre des médecins avec l'agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie. Cette convention qui a été signée au mois d'octobre 2012 et qui est une convention annuelle renouvelable par tacite reconduction va essayer d'inciter les jeunes qui effectuent un stage à venir faire un stage dans le département, d'abord parce que les études de médecine comprennent obligatoirement un stage en médecine générale, donc nous voulons inciter ces jeunes qui sont à la faculté de Marseille à venir effectuer leur stage dans le département, découvrir le département, découvrir la médecine de ce département et donc peut-être les inciter à venir remplacer chez nous et ensuite peut-être s'installer aussi chez nous. Donc cette convention, c'est quand même un élément important, une avancée notable, d'autant plus que c'est la première convention qui a été signée de ce type qui a été signée au niveau national, donc c'est quand même à remarquer. Et cette convention a pour but d'inciter les maires à faire un effort pour accueillir ces jeunes étudiants sur leur commune. Les inciter à venir par une incitation peut-être financière, mais aussi une incitation sur le plan pratique, aussi bien en ce qui concerne les facilités d'hébergement, de restauration, de déplacement. Donc je pense que si les maires prennent conscience de cette importance de l'accueil de ces jeunes, je crois qu'on fera un petit peu un pas vers la lutte contre cette désertification. Concrètement, est-ce qu'il y a déjà des retours par rapport à cette expérience? Elle est pilote, hein, cette expérience. Oui, est-ce qu'il y a du retour là-dessus? Alors, on a un cas qui est assez typique. C'est un jeune qui a fait ses études à Montpellier, qui est venu faire un stage à Colmar-les-Alpes, qui aimait l'exercice rural, qui avait envie de faire autre chose que la médecine urbaine. Donc il est venu faire son stage de médecine au cabinet médical à Colmar. Il ne sait plus. Il remplace le docteur Bouvier, qui est médecin installé à Colmar, en association avec un autre médecin, et qui certainement va succéder au docteur Bouvier. Donc vous voyez, c'est un bel exemple de l'avantage que cette convention peut avoir pour favoriser ce type d'installation. Merci, docteur Moulard. Grand angle sur Sisteron, et c'est dans les locaux de la CPAM que nous nous retrouvons, la caisse primaire d'assurance maladie. Nous sommes en compagnie de Christelle Armandy. Madame Armandy, merci d'être avec nous. Alors, pour définir un tout petit peu vos fonctions, vous êtes chargée des programmes ici même, donc à la CPAM, des programmes de prévention, c'est-à-dire, quelle est votre action? Donc en fait, j'ai plusieurs fonctions à la caisse primaire. Donc je suis chargée déjà de l'accompagnement des professionnels de santé sur le terrain, donc plus particulièrement effectivement de favoriser leur installation. Et par ailleurs, je m'occupe aussi, j'ai la charge du déploiement des programmes de prévention qui sont destinés aux assurés. Pour parler donc de la démographie médicale, si je vous demande comment se porte la santé là, à l'heure actuelle sur notre secteur, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, le panorama est très différent en fonction du territoire des Alpes d'Haute-Provence. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que majoritairement aujourd'hui, on installe des médecins plutôt dans le sud du département, mais on a aussi de beaux projets dans des zones un petit peu plus reculées, comme Colmar-les-Alpes, où effectivement
effectivement un futur médecin est en passe de venir s'installer et de prendre la succession du docteur Bouvier, ou également sur Barcelonnette, par exemple, où on a eu un médecin qui s'est installé un jeune médecin qui s'est installé au cours de l'année 2011. Donc la situation est très différente en fonction du territoire même au sein du département. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a 4 zones qui sont dites sensibles, dont on entend beaucoup parler, qui sont Entrevaux à Notte, Seine-les-Alpes, Barème-Saint-André et Castellane. Donc ces 4 zones sont dites vraiment fragiles dans les années à venir. Mais au-delà de ces 4 zones, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de mettre en œuvre une dynamique générale autour de cette problématique de la désertification médicale pour maintenir l'accès aux soins dans notre département. On a bien compris, vous êtes une personne de terrain, mademoiselle Armandi, donc vous êtes vraiment confrontée au problème directement. Il y a des tas de questions qui me viennent à l'esprit. L'âge moyen des docteurs, par exemple, dans le département, elle dépasse les 55 ans, et c'est pas facile maintenant de trouver un docteur de proximité. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ils ne sont pas remplacés, ces docteurs. Alors, l'âge moyen, effectivement, la population des médecins est vieillissante, mais qu'on se trouve dans le 04 ou en France, effectivement, c'est une problématique nationale. Donc, pourquoi les médecins ne sont pas remplacés? Pourquoi ils ne trouvent pas de remplaçants? Bien, il faut dire que l'exercice de la médecine est en complète mutation. Aujourd'hui, le médecin qui s'installe, il ne veut plus travailler 70 heures par semaine, il ne veut plus être seul, il veut avoir accès à une vie de famille et aux loisirs. Donc c'est vrai que on doit modifier la manière d'aborder l'installation des médecins. Le conjoint ou la conjointe aujourd'hui travaille aussi, donc c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Donc pour créer des conditions favorables à l'installation des médecins, il faut effectivement plutôt privilégier l'exercice en maison de santé pluridisciplinaire ou travailler en association avec d'autres confrères, etc. Donc, maison de santé, vous rappelez un tout petit peu le principe? Une maison de santé pluridisciplinaire, c'est effectivement la volonté de plusieurs professionnels de santé, qu'ils soient de la même catégorie ou de catégories différentes, de travailler ensemble, c'est-à-dire au sein d'un exercice regroupé qui peut associer des infirmiers, des kinés, une pharmacie, des médecins, un dentiste, etc. Comme vous pouvez en trouver déjà dans Castellane, à Castellane par exemple, ou même à Colmar-les-Alpes, où la maison regroupe la pharmacie, le dentiste, les médecins et les auxiliaires médicaux. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Alors vous disiez donc, qu'est-ce qui peut pousser les jeunes médecins, parce qu'il n'y a pas que la vocation, à venir s'installer en milieu rural, en zone rurale. Alors, venir s'installer, que ce soit de toute manière en zone rurale ou en zone urbaine, je pense que il faut susciter les vocations. Et pour susciter les vocations, comme on vous l'a évoqué aussi, et comme Monsieur Moulard, le docteur Moulard vous l'a évoqué, il faut qu'on puisse accompagner ces nouveaux médecins, qu'on dédramatise quelque part l'installation en libéral, parce qu'aujourd'hui l'installation en libéral fait peur. Il faut savoir que seulement 10% des médecins qui sortent de la faculté de médecine choisissent un exercice libéral. Donc il faut dédramatiser, et pour dédramatiser et démystifier cette installation, il faut les accompagner. Et pour les accompagner, moi je suis convaincue qu'il faut que les médecins en exercice développent une sorte de compagnonnage, et c'est pour ça qu'on met en place un projet bâti avec aussi l'association des maires pour que nos médecins en exercice soient maîtres de stage, qu'ils accueillent des internes en formation, puisque on est convaincu qu'au plus on en accueillera, au plus on suscitera des vocations, on donnera l'envie, on leur fera connaître ce qu'est véritablement l'exercice en libéral dans les Alpes de Haute-Provence, et du coup je pense qu'on leur diplôme en poche, ils s'installeront plus facilement et ils choisiront les Alpes de Haute-Provence. Alors justement, voilà, cette convention, de quelle façon vous impliquez la CPAM avec cette convention qui regroupe donc avec l'association des maires présidée par Daniel Spagnou? Alors déjà, juste quelques éléments de contexte. Donc, ce projet de démographie médicale, avant de rencontrer donc l'association des maires, on l'a bâti depuis 2011 avec les partenaires, donc qui sont le Conseil de l'Ordre et l'Agence régionale de santé. Et très vite, on s'est aperçu, on a dressé un constat que nous seuls, sans les élus locaux et les pouvoirs publics, on ne pourrait pas agir. Donc, c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Monsieur Spagnou en tant que président de l'association des maires, qui a eu une écoute très attentive à notre projet et qui nous a proposé la signature de cette convention. Donc après cette convention, une fois signée, c'est à nous de la faire vivre, de communiquer. Et communiquer vers qui? Vers les futurs médecins qui vont s'installer. Donc on a initié une démarche, donc on a rencontré la faculté de médecine, le doyen de la faculté en juin 2012, et là on envisage de rencontrer le président des internes
avec les partenaires bien sûr, pour que lui soit un relais de cette convention. Puisque cette convention, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre juridique, hein, c'est un acte fort de dire on veut travailler ensemble, partenaires, élus locaux. Charge à nous chacun après de travailler sur des tout petits territoires du département pour mettre en place des structures pour accueillir, voilà. Donc en fait, si vous voulez, cette convention, elle est très souple. D'accord ? C'est pas un cadre juridique très fort qui dit on met ça à disposition. Voilà. C'est chaque commune, en fonction de ses besoins et de ses possibilités, qui proposera des moyens, et nous, charge à nous aussi de travailler avec eux pour construire cette offre. Voilà, donc on a déjà quelques contacts. Moi, j'ai été sollicitée par quelques communes du département et je dois travailler avec eux pour construire le projet, en fait. Donc ça peut être des mises à disposition diverses et variées. Ça peut être un appartement pour accueillir l'interne quand il sera en formation avec le médecin. Ça peut être des locaux professionnels dédiés pour un exercice regroupé. Ça peut être une petite participation financière pour aider l'interne à venir en formation, participer à ses frais, hein, donc voilà, donc ça peut être divers et varié. Donc projet prioritaire en termes de santé, on peut résumer ça comment? Ah oui, tout à fait, ouais. C'est un projet prioritaire, oui. Effectivement. L'idée, hein, c'est on a tous une priorité, les pouvoirs publics et les partenaires, c'est de maintenir l'accès aux soins, favoriser l'accès aux soins de la population de notre département. Et puis, on est convaincu que aujourd'hui, l'exercice de la médecine dans notre département, il est encore protégé. C'est une médecine à taille humaine et que les futurs médecins qui s'installeront demain ne connaissent pas forcément. Donc on a tout un travail à mener pour leur faire découvrir cet exercice-là qui, c'est très important de le dire, c'est encore un exercice à taille humaine avec des rapports humains qui sont privilégiés et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres départements. Deux petits mots peut-être sur le programme également d'accompagnement spécifique avec le programme Sophia que vous avez mis en place. Alors Sophia, c'est un programme d'accompagnement très novateur. Hein, vraiment sur mesure, hein. Alors, c'est un programme national qui est déployé dans le 04 depuis le 27 novembre, qui est destiné à accompagner les personnes atteintes de pathologies chroniques. Donc, la première pathologie concernée, c'est le diabète. Pourquoi le diabète, vous allez me dire? Parce que c'est un fléau, hein, on peut le qualifier de fléau national. Plus de 3 millions de personnes aujourd'hui souffrent de diabète en France. C'est un chiffre qui a doublé en 12 ans. Donc, ce service, c'est du coaching en santé qui est proposé à des patients qui sont libres d'adhérer. Et en fonction de leurs besoins et de leur état de santé, un conseiller en santé va leur proposer un accompagnement personnalisé, individualisé, sur mesure, par téléphone. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'échanger avec eux, de les motiver, de les aider dans leur pathologie au quotidien pour améliorer leur quotidien et bien entendu limiter au maximum les complications qui pourraient arriver. Christelle Armandy, un véritable principe de synergie là, qui a été également installé à Sisteron avec le principe de webcam, quoi. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a développé un service depuis 1 an et demi avec la commune de Sisteron, qui est un accueil décentralisé par webcam, qui se trouve donc au service relais public. Donc on accueille les assurés le mercredi matin et le vendredi sur rendez-vous, le vendredi matin sur rendez-vous. Donc le principe, c'est le même type d'accueil qu'à la caisse de Digne, sauf que l'assuré ne se déplace pas, donc il y a un gain de temps. On peut échanger des documents et on a la réponse à ces questions en temps réel. Christelle Armandy, un grand merci d'avoir été notre invitée. Vous repartez sur le terrain là tout de suite? Tout à fait. Merci beaucoup. TLP, suite de notre émission en grand angle sur Sisteron, le temps d'une petite page pub et nous retrouverons également Daniel Spagnou pour nous parler de différentes actions menées en termes de santé sur le Sisteronnais. Daniel Spagnou, l'hôpital à Sisteron, à l'heure actuelle, c'est une évidence, mais ça a été une véritable prouesse que de le maintenir, que de le garder. Ah oui, tout à fait. Ça a même été un parcours du combattant pendant plusieurs années parce qu'il était menacé, parce que c'était un petit hôpital de proximité. On nous a fermé la maternité, puis on nous a fermé la chirurgie. Et à un moment donné, eh bien, il a fallu venir à l'évidence que si on ne faisait pas un partenariat avec un autre hôpital beaucoup plus important, eh bien, malheureusement, il aurait fermé ses portes et 300 emplois étaient à la clé.
Donc j'étais président du conseil d'administration de l'hôpital de Sisteron. Je me suis rapproché dès 1995 de monsieur le président et de monsieur le directeur de l'hôpital de Gap. Nous avons fait un premier partenariat concernant la réanimation et l'anesthésie, donc en 95. En 97, on a fait un deuxième partenariat, cette fois c'est une convention qui a lié les deux hôpitaux, c'est-à-dire Gap venait nous rendre service avec les médecins que nous n'avions plus. Et enfin, en 2005, nous avons carrément fait la fusion. On était les premiers de la région PACA, avec beaucoup de risques, parce qu'une fusion, c'est jamais facile. Mais aujourd'hui, je crois que la réussite est là, l'hôpital se porte bien, de nouveaux services ont été créés. Le CHECAS de Gap a décidé d'investir à Sisteron cette année plus de 800 000 € pour faire des travaux de toutes sortes. Et on voit bien, j'étais encore il y a 48 heures, on voit le changement. L'ambiance est bonne, les rapports entre les deux centres hospitaliers sont excellents. Et moi, je suis toujours maintenant vice-président du conseil de surveillance du CHECAS à Gap. Le président, c'est Roger Didier, le maire de Gap, et je voudrais le remercier parce que nous entendons très bien. Et ce qui est important, c'est qu'il tient compte de ce que nous demandons, il nous aide, et en même temps, il crée une ambiance qui est très agréable pour tous. Cette convention a été signée en octobre dernier avec l'Ordre des médecins, avec l'Agence régionale de la santé, avec la Caisse régionale d'assurance maladie et bien sûr l'Association des maires dont je suis le président. Et je crois que ça a été un grand moment parce que c'est la première fois qu'on se réunissait tous ensemble pour essayer de voir comment on pouvait arrêter. Justement, cette terrible évidence, c'est que dans les zones rurales, dans 10, 15 ans, même avant, il n'y aura plus de médecins. Donc, comment peut-on être compétitif dans un milieu médical où les jeunes générations veulent aller maintenant près des grandes villes? Alors cette convention autorise les maires qui le veulent à faciliter la venue d'un jeune médecin qui viendrait s'installer en zone rurale au début de sa carrière. Il pourrait être logé, il pourrait avoir un cabinet fourni par la mairie. L'Ordre des médecins s'est engagé à un tutorat, c'est-à-dire un médecin de ville, de Sisteron par exemple, pourrait être le parrain d'un jeune médecin, c'est-à-dire l'aider, le conseiller, pour qu'il ne soit pas perdu au milieu des zones rurales et de montagnes qui sont très vastes. Et je comprends qu'un jeune qui vient d'une ville puisse avoir des appréhensions. Donc cette convention est très importante, elle est donnée un exemple sur le plan national, et je crois que déjà à Enchastrailles, je donne cet exemple parce qu'il a été le premier, le maire d'Enchastrailles, et c'est lui qui nous a donné l'idée justement à faciliter la venue d'un médecin, puisque le cabinet de radiologie, par exemple, c'est la mairie qui l'a payé. Le cabinet, c'est la mairie qui en est le propriétaire. Et je crois que même le logement du médecin est assuré par la mairie. Et on vient de m'apprendre ce matin qu'il y a une dame qui vient d'arriver comme médecin à Enchastrailles, notamment à la station du Sauce. Voilà le premier résultat. River, don't know if the water or sky is here, and I know that Et c'est dans le cabinet du docteur Jean-Marc Mondielli que nous nous retrouvons à présent. Docteur, tout d'abord, merci de nous recevoir parce que je sais que le rythme est dense là en ce moment et c'est vrai que les auscultations, ça va, il y a bon nombre de personnes dans la salle d'attente. Alors merci de nous recevoir. Oui. Docteur Mondielli, pour vous présenter, vous êtes installé à Sisteron. Docteur, depuis combien de temps? Pour parler un peu du cursus. Une trentaine d'années. J'ai fait mes études à Marseille, à la Timone, et puis je me suis installé ici il y a une trentaine d'années environ. À l'époque, les études étaient plus courtes, elles duraient 7 ans. Donc j'ai fait une année de remplacement à droite à gauche dans le département, et puis je me suis installé ici. Est-ce que la dénomination de médecin généraliste, ça vous convient tout à fait? Je trouve que c'est la meilleure, c'est la plus claire. On parlait autrefois d'omnipraticien, ça me paraît bien compliqué, bien pédant. Médecin généraliste, c'est très bien.
Pour parler un peu de ce rythme de vie que vous avez en tant que médecin généraliste, ici même à Sisteron, moi je dirais que ça tient presque du marathon. Il y a un côté très sportif parce que ça commence très tôt le matin. Là, vous sautez dans la voiture le matin. Ouais. Ce sont les visites à l'extérieur. Là, il faut se déplacer. Après, ça enchaîne sur les visites ici même donc au cabinet. Comment ça se passe une journée type du médecin que vous êtes? Une journée type, donc il faut se lever vers 6h du matin. Et il faut pouvoir être opérationnel entre 7h et 7h30. Donc là, effectivement, vous avez raison. Ça commence souvent par des visites à domicile chez des patients qui sont plutôt dépendants. Donc il s'agit souvent de gens âgés ou de gens très malades, soit qui sont encore chez eux, soit qui sont déjà institutionnalisés dans des EHPAD. Alors, je ne sais pas si je dois traduire EHPAD. Oui. Donc c'est un établissement pour personnes âgées et dépendantes. En fait, ce sont des maisons de retraite médicalisées qui obéissent à un certain nombre de normes maintenant, qui sont bien connues maintenant. Et donc, une fois ces visites faites, je dois être ici, si possible, vers 8h, 8h15, 8h30. Donc ma secrétaire est déjà arrivée. Et là, elle va gérer le nombre d'appels, parce que je travaille sur rendez-vous. Donc nous recevons énormément de coups de fil. Ensuite, elle organise ma journée de travail de consultation. Donc il va durer jusqu'à midi et demi, 1h, et puis reprendre vers 14h, jusqu'à 21h, voire 22h, comme lundi, où j'ai vu 67 personnes, par exemple, lundi. Cette journée type n'est possible, cette journée type très dense n'est possible que si je bénéficie d'un tissu de soutien efficace. Il me faut absolument une secrétaire performante qui puisse gérer ma journée, qui puisse faire un certain nombre de tâches administratives, qui est en relation avec la sécurité sociale, avec l'hôpital, qui me programme les consultations de mes patients urgents chez des spécialistes, ou qui rédige les lettres pour les différents spécialistes, parce qu'en tant que médecin généraliste, je suis amené à travailler énormément en collaboration avec divers spécialistes. Tous les jours, je fais des lettres à des spécialistes, tous les jours, je reçois des courriers, donc elle a un rôle très très important de soutien. De même, en l'occurrence, ma conjointe, qui elle s'occupe de la partie comptabilité, a un rôle déterminant. Sans ces deux personnes, je ne peux pas faire le travail que je fais actuellement. Il faudrait que je le fasse différemment. Je me demande si sans ces deux personnes, le travail en libéral est possible, à la limite, vous voyez. Donc moi, je fais partie d'un tout, et sans elle, je suis fichu. Le rayonnement sur votre secteur? Alors, le Sisteronais, de manière large, alors vous savez qu'il y a quand même une certaine désertification, c'est-à-dire que les villages ont tendance à se dépeupler, et je sais qu'il y a une trentaine d'années, nous grouillons beaucoup plus que maintenant. Là, maintenant, il y a quand même la population se recentre sur la ville, et les villages sont moins peuplés. Mais le Sisteronais, ça comprend les villages des alentours, comme Saint-Geniès, comme Saint-Vincent-sur-Jabron, vous voyez, donc c'est assez large quand même. Mais il y a un bassin de population qui est conséquent quand même. Alors, une idée donc pour quantifier le nombre de patients à peu près pour une journée type? Alors, en général, c'est une moyenne de 40 personnes. Oui. Alors, mais il y a des pics, il peut y avoir des pics importants, 50, 60. Alors, la 50-60, c'est en fonction des saisons peut-être aussi. Voilà. Alors là, c'est exceptionnel. On est en période actuellement épidémique, d'infection de type grippal, et donc ça va entraîner un surcroît d'activité. Après, je pense qu'on va retrouver rapidement, la semaine prochaine, j'espère, un rythme plus habituel. Durée à peu près d'une visite, c'est quoi, un quart d'heure, un peu plus? Alors les consultations ou les visites, effectivement, c'est à peu près 15 minutes en moyenne, en médecine générale, et moi j'obéis à cette règle en général. C'est pas une règle écrite d'ailleurs, en fait c'est une constatation, ça dure ce temps-là. De quoi? C'est le temps qu'il faut pour le relationnel? C'est le temps qu'il faut pour le relationnel, et puis vous savez, il n'y a pas seulement un motif de consultation la plupart du temps. En général, il y a 2 motifs de consultation par personne, en moyenne. Alors certains viennent avec 4 motifs de consultation, d'autres avec 1, donc en moyenne on va dire 2, quelque chose je crois d'après les statistiques. Et donc ça prend plus de temps bien entendu. La relation du médecin, moi j'ai envie de dire de famille, vous savez, elle est quand même très spéciale, il y a de multiples facettes parce qu'il faut analyser. Toujours le médecin de famille. Voilà, il faut analyser, il faut vous diagnostiquer, vous rassurer également la personne éventuellement. Il faut parfois hospitaliser aussi, ça fait un sacré poids sur les épaules. En urgence, alors que le patient ne s'y attend pas, ça peut arriver ça. Donc là effectivement en matière de communication, il a fallu qu'on apprenne un certain nombre de règles. Par rapport à l'époque il y a 30 ans. Voilà pourquoi, parce que c'est nouveau, c'est un phénomène de société. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas... C'est pas la tête en matière de communication, cher monsieur. C'est-à-dire qu'on dit au patient, vous faites ça, point final. Maintenant, non, c'est différent. Il faut quand même justifier l'attitude et pourquoi on va prendre telle ou telle décision. Et si, en termes de communication, on a beaucoup évolué. Dans le bon sens, d'ailleurs. On a beaucoup plus de transparence. Je pense qu'on a gagné en qualité de communication, en qualité de soins.
Franchement, je pense que je suis nettement meilleur maintenant qu'il y a 30 ans, pour des tas de raisons. Alors vous êtes à la fois, on va dire, gynécologue, parce qu'il faut le faire aussi, pédiatre, vous l'êtes aussi, psychologue aussi. Ah oui, nous, en médecine générale, nous touchons l'ensemble. Il faut le savoir, tout ça. Et oui, alors, effectivement. Est-ce que les personnes le savent systématiquement? J'ai en mémoire cette jeune femme d'hier soir qui est arrivée vers 19h, qui était presque gênée de venir consulter parce qu'elle n'arrivait pas à trouver un rendez-vous chez un gynécologue. Et elle avait une demande d'IVG que j'étais parfaitement à même de répondre à... Chose qui était évidente. Elle ne savait pas, elle avait peur vraiment de s'être trompée de porte. Il y a 10 ans, c'était plus évident, ça? Et je pense qu'il y a 10-20 ans, pour les gens, c'était évident que les médecins généralistes faisaient aussi de la gynécologie, de la contraception ou de l'IVG. Et maintenant, par jeune de la population, eh bien, le rôle du médecin généraliste, apparemment, il n'est pas très clair. À quoi ça sert un médecin généraliste, quoi? Pour certains. Bon, ça fait partie d'une mission, ça, il faut apprendre à quoi ça sert. Alors donc ça sert à soigner, bien sûr, à soulager, ça sert aussi à faire de la prévention. Et ça, c'est un champ qu'on a développé aussi ces dernières années, vous voyez, ou qu'on tente de développer, parce qu'on a du mal. Alors en prévention, il y a la prévention de certains cancers, la vaccinothérapie, le dépistage des cancers, oui, et la prévention des maladies cardiovasculaires. Vous savez qu'un médecin généraliste, donc ça sert... Pour ça, mon travail de tous les jours, c'est l'aigu, les pathologies aiguës. Bon, par exemple, en période épidémique, les états grippaux. Mais c'est aussi et surtout les maladies chroniques. Lorsqu'on prend en charge un diabétique correctement, on va lui permettre un gain de vie et une qualité de vie qu'il n'aurait pas s'il n'était pas bien pris en charge. Donc là, on rend service à la population. Donc ça veut dire le suivi systématiquement. Là, on rend service aux patients, à la population, donc à la société. On a un rôle social à ce niveau-là. Dites-moi, docteur, ça fait... Non, je ne suis pas en consultation, là, j'ai l'impression. Ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans, que les visites à domicile non justifiées ne sont plus remboursées. Alors, dans des cas comme ça, est-ce que, si vous n'allez pas aux patients, est-ce que eux viennent à vous? Nous n'avons aucune difficulté pour faire venir les patients au cabinet. Les visites non justifiées, ça n'existe plus. D'une part parce que les médecins généralistes sont extrêmement occupés. Donc les visites de confort, c'est vrai qu'il existait il y a une trentaine d'années ou il y a 20 ans. Mais c'est fini, elles sont mortes de leur belle mort. En fait, il y a une telle diminution de l'effectif médical par rapport à la demande, c'est-à-dire que l'offre est nettement inférieure à la demande, ce qui fait que les visites ont disparu. Donc les visites non justifiées, à ma connaissance, en tout cas chez mes amis de la ville, c'est pareil, ça n'existe pas. Les visites à domicile que nous faisons sont justifiées pour des raisons médicales, la personne étant quasi gravataire. Ça n'existe pas, les visites non justifiées, vous voyez. Alors, dites-moi, docteur Mondielli, en ce moment, on parle pas mal de la désertification médicale rurale, en milieu rural. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous vous sentez touché? Est-ce que vous avez un regard sur l'avenir, sur ce problème, cette situation évidente? Oui, alors, bien sûr. On rappelle un peu ce que c'est, peut-être la désertification médicale. Eh bien, il se trouve que les médecins ne veulent plus, maintenant, les jeunes médecins ne veulent plus s'installer dans des communes rurales, parce qu'ils se sentent isolés, parce que leur épouse n'a pas envie de vivre dans un village, parce que c'est très loin pour scolariser les enfants, pour des raisons plus sociales que médicales, parce que l'exercice finalement médical d'un médecin en zone rurale peut être très agréable, très valorisant sur le plan narcissique par exemple. Mais il est aussi épuisant, parce que il faut que je vous parle quand même du système des gardes. Pendant 25 ans, nous avons été soumis à un système de garde obligatoire, c'est-à-dire que nous faisions nos journées de travail, et ensuite nous devions assurer des gardes de nuit, et des gardes de week-end. C'est-à-dire que ma semaine de travail commençait un lundi et se terminait 13 jours après, lorsque j'étais de garde. Donc c'était des semaines de 13 jours, sans aucun repos ou récupération possible. Et donc, ça c'est quand même très très pénible. Et si vous êtes en milieu rural et que vous êtes seul, vous allez être de garde combien? Tout le temps. Alors, nous assisterons, nous avons connu ce problème il y a quelques années, et nous avons négocié avec l'ARS le fait de pouvoir être dispensé de garde. Et ça nous a vraiment beaucoup changé la vie. L'ARS a admis, compte tenu de l'existence sur place assisteront d'un service de garde, a admis que nous pouvions être dispensés sans que la population ait à souffrir d'un manque de soins. Et ça nous a changé la vie. Donc pour la désertification, je comprends les confrères qui ne veulent pas rester seuls
à cause de ça. Je peux vous assurer que le fait de ne pas avoir la certitude, d'avoir la certitude de pouvoir dormir sans être dérangé, ça c'est très très important pour la récupération et le travail du lendemain. Jean-Marc Mandielli, on voit bien que vous êtes proche de vos patients. Comment vous expliquez cette confiance, ce relationnel, ce côté, ce lien familial qui s'instaure? Comment vous le définissez? Parce qu'à chaque fois, vous changez d'univers en recevant un patient systématiquement. Il faut plonger dans sa vie et le connaître et s'y intéresser vraiment, pas faire semblant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, hein, parce que ça fait très très longtemps que ça existe. Les sociétés, même très très archaïques, ont toujours dévolu à un individu qu'on a appelé le médecin, vraiment, on dévolu une confiance, donne une confiance étonnante. Hein. On donne le droit au médecin de regarder à l'intérieur du corps d'un patient. Même avec des moyens sophistiqués, de l'imagerie médicale, on donne au médecin le droit de regarder presque à l'intérieur des pensées du patient, de faire parler. C'est un droit qui peut paraître exorbitant, mais les sociétés ont donné ce droit, l'ont dévolu parce qu'elles pensaient en être gagnantes. Hein. Et ça perdure toujours. Les gens gardent cette confiance parce qu'elle leur est nécessaire. Hein. Mais je crois que ça marche bien finalement entre nous, entre les patients et les médecins, ça marche bien. C'est effectivement une vie où il faut donner beaucoup de vous, beaucoup de votre temps. C'est 12 à 14 heures par jour, hein, vous l'avez dit. Docteur Mandielli, qu'est-ce qui vous tient dans ce métier? Pourquoi vous continuez? C'est très stimulant sur le plan intellectuel. Si vous passez d'un organe à l'autre, d'un patient à l'autre, d'une pathologie à l'autre, parfois il y a 90 ans d'écart entre deux consultants, entre le nourrisson, entre la personne âgée qui vient au cabinet. C'est très stimulant sur le plan intellectuel. C'est très très bon pour le cerveau. C'est un plaisir en fait. Voilà, ce qui nous tient, c'est le plaisir de travailler. Évidemment, c'est une chance. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas si fatigué que ça. Tant qu'on est en activité professionnelle. On parle de cœur, on parle de passion aussi? Passion du métier? Passion, oui. Je crois que tous mes confrères, quand on en discute, parce que nous nous voyons une fois par mois, ici dans la ville, pour effectuer des formations médicales accréditées. Donc c'est l'occasion, bien sûr, nous débattons sur des thèmes qui sont toujours précis, hein. Mais à la fin, on parle d'autre chose. Et on a tous cette vision-là, hein. On a du plaisir à faire ce qu'on fait. Quand vous entendez... on râle un peu pour certaines choses. Il y a cette réflexion qui revient souvent, le docteur on n'en changerait pas à tout prix. Pour tout l'or du monde, le docteur de famille. Le nomadisme ça vous fait quoi, médical, ça? C'est peu répandu. Ça s'appelle le nomadisme médical. Et donc, c'est assez amusant parce que moi, je vois des gens qui sont parents maintenant, et que j'ai connus tout petits. Maintenant, ils sont parents. Et vous les accompagnez parfois jusqu'à la fin? Je les vois toujours. Être là souvent au chevet, même en phase terminale. C'est vrai qu'on est aux divers âges de la vie, de la naissance, mais malheureusement aussi au décès, hein, puisque nous accompagnons les patients qui le désirent et leur famille qui le désire au décès chez eux, hein, jusqu'au décès. Donc ça, c'est quand même, c'est beau, ça, plutôt. Moi, je trouve ça bien. Eh bien, je crois, docteur, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se séparer. Hein. Ouais. Un grand merci d'avoir été notre invité et je vous dis à très bientôt sur TLP. Merci. Merci, docteur Mandielli.